Bienvenue à tous. Elle sera une année charnière, une année encore difficile pour les entreprises. 2021 débute néanmoins avec des nouvelles encourageantes. Un engouement pour la politique d'import-substitution mise en place depuis septembre par le gouvernement. Alors à quoi s'attendre ? Avec la préférence régionale nouvellement instaurée, est-ce le début d'une marque Maroc ? Laquelle ? Quelles orientations ? La marque Maroc est-elle le levier de croissance et une porte de sortie de crise ? Et dans ce cas, quel encadrement ? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques de ce jeudi 28 janvier. En deuxième partie d'émission, nous nous poserons cette question. Où est passé le pacte Maroc Digital annoncé l'été dernier ? Son objectif est de hisser le Maroc en tant que hub digital régional et continental. Quel levier d'action ? Où en sont les discussions ? Hier avait lieu la conférence Global Industry 4.0 en présence du ministre Moulay Hafid El Alami. A-t-on désormais plus de visibilité ? C'est ce que nous verrons à partir de 9h40. Vos réactions, questions, comme d'habitude, sur la page Facebook de l'émission ou bien sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. Et vos décodeurs ce jeudi, Mohamed Douyeb, bonjour. Bonjour Landry. Vous êtes éditorialiste, consultant en communication, président cofondateur de Digital Act. Adil Lamini également avec nous, bonjour. Bonjour Benoît. Président de l'association professionnelle des marques marocaines. Je vais commencer avec vous, Adil Lamini. Est-ce que cette politique d'import-substitution peut être le coup d'accélérateur de la marque Maroc ? Cette politique, comme vous l'avez très bien spécifié, peut être effectivement un levier, mais on le sait tous, s'il n'y a pas les agrégats, s'il n'y a pas toutes les fondations et tous les supports nécessaires pour pouvoir construire une marque Maroc efficace et surtout avec une vision à long terme, ça restera un effet d'annonce, une approche politique d'un dossier qui est stratégique et qui est une priorité nationale pour notre pays, comme nous l'avons très souvent répété sur vos ondes et sur les médias. Ouais, quand vous dites support, ça veut dire quoi concrètement ? Support, effectivement, aujourd'hui, quand on parle de marque Maroc, on parle effectivement d'un sujet qui est transverse. On ne vient pas parler d'une marque Maroc en se concentrant sur une industrie ou sur une autre. Il faut justement ces agrégats. Il faut légiférer, il faut des lois, il faut des institutions fortes, il faut des institutions indépendantes. Il faut qu'il y ait une coordination, je vais dire, ou une synchronisation avec les normes internationales. Et aujourd'hui, nous avons encore beaucoup de travail à faire dans ce sens. Donc là, ce que vous nous dites, Adil Lamini, autrement dit, si je comprends bien, on a de bons atouts, on a lancé une politique d'import-substitution d'ailleurs qui commence à fonctionner d'après les chiffres du ministère de l'Industrie, il y a un véritable engouement, mais il n'y a pas la vision marque Maroc qui va avec. Oui, mais aujourd'hui, cette vision n'existe pas pour la simple raison qu'on est dans des effets d'annonce. Oui. Si je prends par exemple les déclarations d'un ministre et je les compare avec les mêmes déclarations, ne serait-ce que d'hier, communiquées par le HCP, il y a un gap. À un certain moment, il faut savoir aussi accorder ses violons au niveau même de ce gouvernement. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que les entreprises ne veulent pas investir, que les entreprises sont à des niveaux de défaillance qui avoisinent les 60%, et d'un autre côté dire que tout va bien et que les exportations se passent merveilleusement bien et que la politique commence à fonctionner, tout en sachant que même le texte de loi vient d'être inscrit au bulletin officiel, il n'y a même pas de ça 10 jours. Donc oui. Il y a à un certain moment des faits qu'il va falloir analyser de façon claire et arrêter justement de cette propagande, je vais dire, médiatique, de résultats de super ministères et communication médiatique, oui. Exactement, parce qu'il s'agit d'un sujet. Bien sûr, il s'agit d'un sujet sérieux. Il ne s'agit pas d'une campagne politique. On est en train de parler de notre avenir, de l'avenir de notre marque Maroc. Et c'est un sujet primordial. Je vous le rappelle, il s'agit de notre souveraineté nationale. Oui. Mohamed Douyeb, d'accord, pas d'accord avec ce que nous dit Adil Lamini. C'est vrai que la marque Maroc, on en entendait beaucoup parler il y a quelques mois, au début de la pandémie. Depuis, pas grand-chose. Je pense qu'il y a deux lectures à faire. La lecture à chaud, c'est cette formule d'import-substitution. On peut la lire comme étant une réponse conjoncturelle à une crise, une crise mondiale sanitaire qui a aussi impacté le Maroc. Donc ça, c'est le premier niveau de lecture qu'on peut faire. Si c'est une réponse conjoncturelle, ou si on peut aller plus loin dans la démarche et voir un petit peu ce qu'il en est réellement et quels seraient les bénéficiaires. Mais si
si on se limite à ce stade-là, je pense que la lecture ne serait pas très, très objective et très. Je pense que cette option d'import substitution ouvre la voie à quelque chose de beaucoup plus important pour moi. C'est-à-dire aujourd'hui, la question qu'on se pose, est-ce que le Maroc est en train d'opérer un changement, je dirais, à 180 ou peut-être même 360 degrés sur son modèle économique. D'accord ? Donc aujourd'hui, cela n'est pas clair. Parce qu'on rappelle que le ministère de l'Industrie a d'ailleurs revu à la hausse ses objectifs de politique d'import substitution. On parle désormais de plus de 80 milliards de produits de dirhams en valeur qui pourraient être substitués dans les prochaines années. Oui, mais je vous donne un exemple concret. Déjà avant même la crise, c'est-à-dire avant le déclenchement de la pandémie et ses impacts, déjà dans la loi de finances de 2020, qui a été votée bien évidemment fin 2019, déjà il y a une mesure forte et qui a secoué un petit peu toute la classe économique et même la classe politique, même des partis de la majorité ont même bataillé pour arrêter, si vous voulez, mettre enfin à la mise en place de cette hausse des droits de douane sur les produits finis, oui. Indépendamment importer des biens hors accord libre-échange, qui est de 30%. Et même dans la loi rectificative, certains articles sont taxés de 40%. Donc, économiquement parlant, quand on met en place de telles mesures, je pense qu'on est en train de préparer à des choix politiques économiques forts. Maintenant, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu débat sur cette question-là et quelle inflexion le Maroc va opérer, mais je pense que l'avant-goût, il est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le modèle des robinets ouverts depuis 20 ans, 30 ans, aujourd'hui, le Maroc est en train d'essayer de retrouver une certaine souveraineté économique. Il est en train de revoir les accords de libre-échange. Donc, je pense qu'il y a des signes qui sont précurseurs d'une inflexion d'une politique économique. Malheureusement, cette nouvelle peut-être politique économique n'est pas assez débattue. Et c'est pour cela qu'on voit que juste un département de l'industrie du commerce qui monte au créneau et qui, bien évidemment, survend un petit peu cette politique d'import-substitution, qui reste une réponse à, pour moi, comme disait Ali, c'est un support. Hein, on ne part pas là d'une politique publique, parce que le fond du sujet, c'est quoi ? C'est finalement l'environnement économique. Aller sur l'import-substitution, qu'on le veuille ou pas, on va me présenter tous les arguments possibles, mais c'est une forme de protectionnisme. Je pense qu'aujourd'hui, il faut donner les moyens aux entreprises marocaines d'exporter. Le marché marocain, qu'on le veuille ou pas, il est faible. Oui, mais il faut commencer quelque part. Peut-être que cette politique d'import-substitution peut être le démarrage à augmenter le volume et le nombre d'entreprises capables d'exporter. Oui, mais je pense que là, même ces industriels, à un moment donné, ils vont se confronter un petit peu au marché. Le marché marocain n'est pas aussi important que le croit. Alors, le tissu industriel marocain n'est pas aussi fort qu'on le croit. Il faut arrêter de donner les exemples. Bien évidemment, ils sont là, il existe de grandes industries, même internationales, tout ça est très beau. Mais moi, je parle de la PME, je parle de l'industrie, j'allais dire moyenne. On a compris. Le fait de fermer, en tout cas de revenir à cette forme de protectionnisme, ça frise un petit peu le populisme économique et je ne pense pas que ni les industriels ni les consommateurs ont besoin de ça. Je pense le consommateur a besoin du choix, donc c'est un principe fort. Maintenant, il faut travailler sur notre environnement économique et c'est là les vraies questions qui se posent et qui ne sont pas malheureusement débattues. Réaction, Adil Lamnini ? Je ne peux être que d'accord par rapport à ce qui vient d'être dit, mais je vais juste poser un constat, si vous le permettez. Allez-y. Pour qu'on puisse avoir réellement une vue, je vais dire, objective du panorama actuel. Vacance du poste de directeur de l'OMPIC, l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. Donc, il n'y a pas de pilote dans l'avion par rapport à cette institution qui, elle, est aujourd'hui là, non seulement pour cadrer les marques, les accompagner et surtout les protéger, aussi bien au Maroc qu'à l'étranger. Absence de nomination ferme d'un directeur de l'ADIE, de l'Agence marocaine pour le développement des exportations. Oui, on a toujours un président par intérim, effectivement. Donc avec des conseils d'administration qui se tiennent sans statuer sur une question primordiale
une question de gouvernance qui est celle de donner les pouvoirs à une personne pour qu'elle puisse vraiment accompagner non seulement un projet, mais une vision à long terme. Troisième élément, aujourd'hui, nous sommes toujours en attente, et je vous rappelle qu'on attendait ce fameux nouveau modèle de développement pour juin dernier. Avec cette situation particulière qui est celle de la Covid, ce délai a été prolongé, et aujourd'hui, nous avons à ce jour rien à se mettre sous la dent par rapport à cette vision qui, normalement, doit donner des orientations stratégiques par rapport à notre économie, par rapport à notre politique et par rapport justement à notre croissance pour les 10-20 prochaines années. Et il était reporté à fin décembre, on le rappelle, effectivement. On est fin janvier. Voilà. Et je peux vous citer des lacunes pour en finir, pour parler justement de cette grande composante de nos exportations qui est l'agroalimentaire. Aujourd'hui, il y a une guéguerre autour de l'ONSA, qui aujourd'hui est dans le giron du ministère de l'Agriculture, qui demain devrait, d'après ce qu'on dit, passer dans le giron du ministère de l'Économie, ce qui aujourd'hui est en train de vraiment de bloquer cette institution qui fait beaucoup de choses pour nos économies, pour nos entreprises agroalimentaires. Ce que je voudrais dire aussi, et ça a été très clairement spécifié, l'économie marocaine, ce ne sont pas ces entreprises multinationales qui viennent sous-traiter au Maroc. Il faut une fois pour toutes arrêter avec ce discours-là. Notre économie marocaine est constituée de PME, PMI marocaines qui sont là parce que le Maroc n'est pas un pays à vocation industrielle, on ne l'a jamais été et on prendra du temps à le devenir. On est dans de la transformation, dans la co-traitance, dans la sous-traitance. On sert un marché local qui, je vous le rappelle, est de 38 millions d'habitants. Et effectivement, comme il a été dit, le futur, l'évolution et la croissance doivent être allés chercher à l'export. Alors qu'est-ce qu'on fait, Adil Lamini, qu'est-ce qu'on fait là maintenant, tout de suite, pour corriger le tir? Alors, il y a des actions très très simples à mettre en place. C'est premièrement légiférer. Aujourd'hui, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir ce qu'on appelle un Buy Moroccan Act, comme ce qui se fait aux États-Unis, comme ce qui se fait en Europe et comme ce qui se fait partout dans le monde. Il faut qu'on ait une loi régissant cette promotion de la marque Maroc, cette loi de promotion de la production locale. On ne peut pas aujourd'hui faire confiance à un pays qui ne dispose pas de l'arsenal législatif qui lui permet de protéger une approche aussi stratégique que celle-ci. Deuxième élément, aujourd'hui, il est temps, et on en parlera, je pense même au niveau du deuxième sujet, il est temps de dissocier cette affaire qui est une affaire de souveraineté nationale, qui est une priorité nationale, qui est un pan principal de notre économie, de tous les aspects politiques. Pourquoi est-ce qu'on va changer d'orientation ou de politique à chaque fois qu'on va changer de ministère ou de courant politique? Il faut que cette agence du Made in Morocco, à laquelle sur laquelle on se bat depuis des années aujourd'hui, soit complètement indépendante et qu'elle soit constituée d'organes qui soient aujourd'hui dans la réponse par rapport aux besoins de la PME marocaine, premièrement, et qui soient des interlocuteurs par rapport aux investisseurs étrangers. Regardez le modèle turc. Regardez ce boucan médiatique qui a eu lieu au début de la Covid concernant cette enseigne de distribution, qui soi-disant importait la totalité de ses produits turcs pour les revendre aux Marocains et qui dumpait le travail des épiciers de quartier. Après audit, on s'aperçoit que 85% de ces produits, aujourd'hui, étaient soit transformés, soit produits au Maroc. Pourquoi? Parce que les Turcs ont compris. Ils ramènent de la matière première, et je vous le rappelle, qui n'est pas taxable. On n'est pas sur les 30 et les 40%, et ils la transforment, ils la mettent en emballage au Maroc. Et à partir de ce moment-là, ils peuvent mettre un Made in Morocco, ils peuvent mettre en place des codes barres commençant par des 611, et on est dans un produit qui répond aux besoins de nos compatriotes, de nos Marocains, qui veulent de la nouveauté, qui veulent aussi découvrir de la nouveauté, qui ont accès aux médias sociaux, à la télé, qui voient des produits, de la publicité, donc ils veulent consommer des choses d'un certain niveau et des nouvelles choses. Et c'est des gens qui ont su parfaitement surfer sur cette vague. Après, on a une rétrogradation du ministre qui dit oui, mais bon, on verra, il faudra qu'on... Mais ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne relie pas la cinquantaine d'accords de libre-échange qui ont été signés par le Maroc?
Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, au moment de la signature de ces fameuses conventions qu'on médiatise, etc., pourquoi est-ce qu'on n'impose pas des taux d'intégration minimum au Maroc? Pourquoi est-ce que les appels d'offres aujourd'hui ne contiennent pas un transfert de compétences claires? Pourquoi est-ce qu'on ne crée pas et qu'on n'enregistre pas ces marques au sein du territoire marocain? Peut-être viendra l'heure justement des renégociations de ces accords de libre-échange. C'est vrai qu'avec l'Europe, il y a toujours cet accord de libre-échange complet et approfondi qui est en discussion. Voilà, je vous donne deux cas très concrets. Aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer de mettre en place des relations avec Israël. On dit qu'aujourd'hui, dans la communauté marocaine, il y a des Marocains de confession juive. Et ça a toujours existé, et ça existera toujours. Pourquoi est-ce que la norme, par exemple, de Kasher U, qui est une norme internationale, n'est pas adoptée non seulement vis-à-vis des lois, ou vis-à-vis des normes de certification, aussi bien de l'ONSA ou de Imanor? Pourquoi est-ce qu'un citoyen marocain de confession juive ne pourra pas consommer du Made in Morocco parce qu'on n'a pas un jour prévu que ce rite, qui est le rite Kasher, comme le rite halal, n'a pas été conçu? Comment est-ce que demain, dans le cadre d'un accord commercial avec Israël, je peux aller exporter quelque chose chez eux si je ne suis pas dans le respect de cette norme qui, elle, n'est pas uniquement religieuse pour eux, mais qui est sanitaire? Deuxième élément, aujourd'hui, pourquoi est-ce que nos sites Internet, et on en va en parler, et on a un expert avec nous aujourd'hui et qui va poser des éléments aussi, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand je vais sur le site de l'Empik ou quand je vais sur un site qui est censé rassurer, informer un investisseur, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas anglais? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas la langue de notre premier partenaire commercial qui est l'Espagne? Alors, beaucoup de questions qui se posent. Voilà, mais c'est des petites choses. Oui, questions importantes et stratégiques. Voilà, aujourd'hui, l'appétence au risque que prend un investisseur doit être sécurisée par des petits signaux de professionnalisme. Et aujourd'hui, malheureusement, dans cet élan de populisme, ou je vais dire de patriotisme saupoudré de campagne politique, on fait plus peur aux gens qu'autre chose. Mohamed Douieb, on voit... Marocains, ils le consommeront encore. Mohamed Douieb, on voit concrètement qu'il manque de l'encadrement et qu'il manque encore des orientations, malheureusement. Oui, juste la vision, parce que, comme j'ai dit au départ, l'import-substitution, ce n'est pas la solution miracle. Et si on croit que ça va être la solution qui va sauver l'industrie, on se trompe lourdement. Ça va être... C'est sûr que c'est un levier qui va donner de l'appétit aux industriels, mais je trouve que c'est une opération qui est très conjoncturelle et qui va être limitée dans le temps, donc elle ne va pas nous résoudre un problème de fond. Et tant qu'on ne pose pas ce problème de fond, parce que finalement, quand on voit la vraie limite de cette politique d'import-substitution, ce serait quoi? Finalement, ça va plus réduire les débouchés des industriels qu'autre chose. Alors que l'idée, c'est de donner justement aux industriels marocains les moyens, l'appui nécessaire pour développer les effets volumes, pour pouvoir attaquer les marchés internationaux. Vous savez que, quoi qu'on dise, quand vous voyez les chiffres, le Maroc, quand même, pendant ces 20 ou 25 dernières années, le commerce, il a profité du commerce international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'économie marocaine, il est arrimé à l'économie internationale et il en profite. Pas comme il le faut, parce que quand on fait le bilan, malheureusement, des accords de libre-échange, le Maroc est perdant. Et heureusement, il y a cette volonté, il y a cette remise en question de ces accords, mais ça va être du rattrapage. Mais aujourd'hui, moi, je pose la question, le problème politique, quel modèle économique nous sommes en train de concevoir, et je pense que cette politique d'import, c'est juste un avant-signe de ce qui va venir. Je pense qu'il y aura des choses beaucoup plus importantes, peut-être après les élections, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une année électorale, donc on verra les programmes politiques des uns et des autres, mais je pense qu'il y a déjà il y a déjà une première vision qui commence un petit peu à se manifester, et cette loi de finances 2020 a été déjà un premier signe. Je pense qu'il y a des mesures qui vont être beaucoup plus fortes.
La suite des Décodeurs Atlantiques ce matin, toujours avec Adil Lamini. Rebonjour. Bonjour Benoît. Vous êtes président de l'Association professionnelle des marques marocaines. Mohamed Douyeb également avec nous. Rebonjour. Bonjour. Éditorialiste, consultant en communication, président de Digital Act, président cofondateur. On parle donc de la marque Maroc ce matin. 2021 va-t-elle être l'année du top départ de cette marque marocaine? Adil Lamini, vous nous parliez tout à l'heure des encadrements et des orientations nécessaires à mettre en place dès maintenant, notamment ce fameux Buy Morocco Act qui a été mis en place dans plusieurs pays dans le monde. Mohamed Douyeb, c'est maintenant ou jamais, j'ai envie de dire, dans cette période de reprise, de grandes questions, dans cette période de doute également et d'incertitude, il faut montrer la vision? Oui, justement, parce que là, l'opportunité, il est historique, mais malheureusement, encore une fois, là où le bas blesse, c'est dans la forme, c'est-à-dire comment on conçoit les choses et comment on les implémente. Vous savez, quand vous décidez d'aller sur le registre de l'import-substitution sans que cela puisse être débattu de manière, je dirais, beaucoup plus large, avec notamment la classe économique, avec le monde des affaires, cela crée des tensions. Et justement, regardez, tout au long de ce processus, ça a été il y a une tension énorme par rapport à ce projet-là, parce que ça va bousculer un petit peu toute une économie aujourd'hui. C'est un choix stratégique. Mais bien sûr, c'est un choix stratégique. Tous les acteurs du commerce, je rappelle ici quand même que le commerce, tous les qui représentent quelque chose comme 8% du PIB marocain, se retrouvent bousculés. Je ne pense pas qu'aujourd'hui serait encore une fois une solution pour mettre en place la marque Maroc. Une fois pour toutes, je pense qu'il faut être ferme par rapport à ce débat sur la marque ou le Made in Morocco. Le Made in Morocco, sa vocation au-delà du bien évidemment de la consommation interne, c'est surtout l'international. C'est là où le Made in Morocco va se manifester et va avoir plus de potentiel. Je pense que si on pense qu'au marché marocain, si on est dans cette logique ça rappelle en tout cas des mauvais souvenirs, cette vocation d'import-substitution, ça nous rappelle un peu les mauvais souvenirs des années 60-70 au Maroc, où le Maroc était en train de se chercher un modèle économique. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui le Maroc, avec tous les atouts qu'il a, puisse faire un petit peu profil bas et commencer un petit peu à penser juste à son marché local, à de la substitution pour faire du rattrapage industriel. L'industrie au Maroc, il faut des années, des décennies même pour peut-être atteindre un certain niveau de compétition. Donc je pense que c'est le moyen aujourd'hui de donner justement aux acteurs les plus importants les moyens d'aller vers l'international, et c'est comme ça qu'on va, si vous voulez, rééquilibrer notre balance commerciale. Mais je ne pense pas que le marché marocain à lui seul va représenter un petit peu la relance ou la sortie de crise. Je pense que cette vision d'international doit être omniprésente dans toute réflexion. Mais malheureusement, aujourd'hui, avec toutes les études qu'on a lues, avec toutes les réflexions, aujourd'hui, je pense que tout est là. Maintenant, la volonté politique, et surtout que ce modèle puisse adopter par toutes les parties prenantes. Beaucoup de questions sur la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques, notamment une question de Fatima Zahra. Pour vous, Adil Lamini, la marque Maroc, ça veut dire quoi? Le Made in Morocco, ça veut dire quoi? Et quels pourraient être les contours de ce Made in Morocco, se demande-t-elle? Avant de répondre à la question de Fatima Zahra, je souhaiterais rebondir un peu sur ce que Si Mohamed vient de dire. Oui. On est en train de vivre un moment historique par rapport à notre pays. Et ça, c'est très important. Cette crise de la Covid a fait, si elle a un point positif dans ses conséquences, c'est qu'elle a pu mettre, une fois pour toutes, ce dossier du Made in Morocco, de cette production nationale, sur la table. On s'est rendu compte qu'il fallait à un certain moment prendre soin de notre économie, prendre soin de nos marques, prendre soin de notre image à l'international, pour non seulement pouvoir servir notre pays, c'est-à-dire notre demande locale, mais aller vers l'export, qui peut représenter des opportunités. On n'a eu qu'un petit exemple avec les masques, et ça nous a permis réellement de voir que le Maroc, aujourd'hui, pouvait aller vraiment vers des marchés beaucoup plus intéressants et beaucoup plus lucratifs et beaucoup plus évolutifs dans le temps pour notre économie. Ça, c'est d'un point. Pour le Made in Morocco, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'image du Maroc, quand on va parler d'un produit marocain à l'étranger, c'est pas forcément une image qui est complète ou qui est positive.
on croit que le Maroc est un pays qui se restreint au tourisme, au couscous et à quelques épices, alors qu'on est producteur de 3 épices au maximum et que c'est pas ça l'essentiel de notre économie. Il est temps aujourd'hui de créer, et c'est ça la puissance du Made in Morocco, et de créer un nation branding, c'est-à-dire une image de notre pays à l'étranger. Et pourquoi c'est très important? Parce qu'on va décider de l'image qu'on va véhiculer vis-à-vis du monde pour les 10, 15, 20 prochaines années. On va expliquer par exemple qu'on est un pays où on peut fabriquer des avions, on est un pays où on peut développer une industrie pharmaceutique, on est un pays où on peut développer de l'offshoring, on est un pays où on peut développer de l'agriculture, on est un pays où on peut être un hub logistique. Et justement, c'est cette image positive qui va être véhiculée vers l'étranger qui va pouvoir demain drainer des capitaux étrangers et ouvrir des marchés à l'export pour nos PME, PMI marocaines. Concernant le Made in Morocco, aujourd'hui, la procédure elle est très claire. Quand vous avez une marque, un produit ou un service qui est produit au Maroc, alors le premier réflexe à avoir, s'il vous plaît, pour tous les auditeurs, premièrement, enregistrez votre marque auprès de l'OMPIC. C'est simple, vous allez sur ompic.ma, vous téléchargez un fichier M1, vous renseignez ce fichier, vous mettez une identité visuelle, votre logo ou uniquement votre dénomination ou votre marque. Vous payez les frais d'enregistrement et automatiquement, et après une période d'analyse qui peut aller entre 1 mois et 3 mois, vous avez une protection de votre marque qui est de 10 ans. Et ça, c'est très important, même pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent, parce qu'aujourd'hui, le fait de protéger sa marque crée de la valeur pour l'entreprise. C'est ce qu'on appelle un capital immatériel. Alors Adil Lamini, je vous coupe parce qu'on manque de temps malheureusement, il nous reste un petit quart d'heure pour entamer le deuxième sujet, mais est-ce que vous misez une pièce, vous, tout de même, sur un élan positif en 2021 ou alors vous êtes plutôt pessimiste? C'est une année électorale et pour être pragmatique, Benoît, pendant les années électorales, et c'est pas qu'au Maroc, c'est un peu partout dans le monde, il y a beaucoup d'annonces, très peu de choses qui se font. Aujourd'hui, la seule chose que je peux dire, c'est que aller vraiment vers ce protectionnisme qui n'est pas structuré, qui n'est pas adossé à une stratégie, peut avoir des conséquences. Je vous donne une simple conséquence. Je suis en train de lire aussi sur mes chats et je vois, vous savez aujourd'hui que le prix du transport a doublé de 100%. Pourquoi? Parce que quand vous n'importez pas les conteneurs, quand vous exportez pas les conteneurs que vous importez, ils repartent vite. Oui. Donc forcément, vous payez 2 fois le prix. Juste cette composante logistique aujourd'hui va faire flamber les prix et va faire diminuer la compétitivité de nos entreprises marocaines. Et j'espère qu'on aura une vue beaucoup plus large, une vue beaucoup plus stratégique par rapport à ce dossier, parce que, comme je vous ai dit, c'est quelque chose d'important. On n'est pas dans des guéguerres politiques, on est vraiment dans la construction de notre Maroc pour les 10, 15, 20 prochaines années. Dans un instant, où en est le pacte Maroc digital? C'est notre deuxième sujet que nous abordons juste avant la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Mohamed Douyeb, un coup de gueule, un coup de cœur ce jeudi? Actu oblige, hein. Enfin, la vaccination, la politique, le coup d'envoi aujourd'hui de la campagne de vaccination. Et j'en profite juste pour lancer un appel. Je pense qu'en termes de communication, je pense que le gouvernement devrait faire un petit peu plus d'efforts et pour avoir une communication beaucoup plus détaillée, beaucoup plus dense. Je pense que tout le monde est inscrit dans cette volonté de bien faire. Mais je pense qu'il faut donner le plus de détails possible pour que le doute ne soit pas installé dans les esprits. On a vu ces derniers jours un peu tous les fake news qui ont circulé sur pas mal de questions qui concernent notamment les vaccins. Donc je pense qu'autant on communique avec autant de détails, autant on met les citoyens en confiance. Adil Lamini, un coup de gueule, un coup de cœur ce matin? Mon coup de cœur, bien sûr, et je rejoins Mohamed par rapport au lancement de cette campagne de vaccination. Je vais dire enfin, aujourd'hui démarre cette campagne au Maroc et j'espère que cette histoire de Covid sera derrière nous le plus rapidement possible. Concernant mon coup de gueule,
je pense qu'aujourd'hui, il y a réellement aussi un effort de communication, un effort d'approche beaucoup plus terrain que doit apporter notre gouvernement aux différents maux de nos secteurs, de notre société marocaine. Où est passé le pacte Maroc Digital? C'est notre deuxième sujet ce matin que nous abordons. Annoncé l'été dernier, son objectif est, je vous le rappelle, d'hisser le Maroc en tant que hub digital régional et continental. Quel levier d'action? Hier avait lieu, Mohamed Douyeb, la conférence Global Industry 4.0 en présence du ministre Moulay Hafid El Alami. Est-ce qu'on a un peu plus de visibilité ou pas? Visibilité pour le moment non, mais juste hier en suivant un petit peu cette conférence, déjà il y a un chiffre qui est quand même important qu'il faudra souligner et ça sort de la bouche du ministre, comme quoi 30% des usines marocaines se sont transformées en une usine 4.0. Donc vous imaginez avec moi, le 30% c'est énorme, hein, donc oui. Après il faut voir avec que veut dire le ministre par 4.0. Donc moi j'aimerais bien avoir un peu plus de détails là-dessus parce que c'est un effet de transformation. Vous n'êtes pas le seul. Un effet de transformation fabuleux. Oui. Vous imaginez 30%, c'est énorme dans une économie pareille, dans un paysage, en tout cas dans une configuration telle que celle du Maroc, où le numérique, avec tout ce qu'on est en train de dire, n'a pas atteint une certaine, maturité en termes de pénétration aussi bien au sein des entreprises. Je parle des usages numériques, je ne parle pas de l'accès au numérique ou l'accès à Internet ou les nouvelles technologies, mais plus les usages. Je vous renvoie aussi à des études, en tout cas à des enquêtes du HCP, et quand on voit que, voilà, notamment sur les tissus des PME, et c'est là on parle encore du Made in Morocco, quand vous voyez un petit peu, j'ai des chiffres en tête, c'est qu'en termes de pénétration, on est loin du compte, c'est-à-dire aujourd'hui la PME marocaine n'a même pas peut-être d'un site internet, ne serait-ce que pour être visible, bref, mais en tout cas, aujourd'hui, depuis septembre, et encore une fois, je reviens toujours à la forme et un petit peu à la gouvernance de ce sujet numérique. Déjà, on n'a pas de, si vous voulez, un bilan par rapport au dernier plan digital, donc on ne sait pas finalement quels sont les objectifs qui ont été atteints. Bien sûr. De celui d'avant ce pacte-là, donc on n'a pas aujourd'hui les insights pour pouvoir faire ne serait-ce qu'un jugement si vous voulez, objectif, voire honnête. Donc, on n'a pas ces annonces-là. Et on nous parle d'un pacte digital. Après, c'est très bien sûr, tous les pactes sont les bienvenus, toutes les bonnes volontés sont là. Mais aujourd'hui, quand vous voyez comment tout cela est fait, vous savez, vous êtes, c'est comme entre un groupement de, si vous voulez, d'acteurs qui ont des intérêts communs. Vous avez d'un côté le public qui est représenté par le ministère de l'Industrie, Commerce, l'économie numérique, et vous avez une fédération qui est celle de la PEBI, vous avez l'OSIM qui représente certains intérêts, vous avez ce qu'on appelle le Maroc Cluster, donc 3-4 acteurs qui vont discuter d'un pacte digital qui va engager le Maroc. C'est trop peu ? Pardon ? C'est trop peu ? Bien sûr. Il faudrait un débat, c'est ça que vous dites ? Oui, bien sûr. Vous pouvez pas imaginer concevoir un pacte digital en le limitant à des questions, si vous voulez, exclusivement économiques, voire corporatistes. Alors, pour tous ces acteurs-là, oui, avec tout le respect qu'on peut avoir pour ce qu'ils font dans le numérique, mais le débat doit être beaucoup plus large parce que en quoi le Maroc est engagé, je pense que là, le débat doit être beaucoup plus large. Et on ne peut pas en sortir avec des éléments, si vous voulez, pertinents, si on réduit ce débat et on va nous sortir. Moi, j'ai lu la copie un petit peu de ce qui a été proposé. Ce sont encore une fois des vœux pieux. Donc, on n'est pas sur quelque chose de très, désolé de le dire, mais on n'a pas un programme, on n'a pas un budget en face. On a donné une copie au ministère pour en faire peut-être une politique. Mais aujourd'hui, je suis désolé de le dire, on n'a pas vraiment une vision très claire, très précise sur cet objectif. Et surtout quand j'écoute certains discours qui me font aussi un petit peu froid dans le dos, où on appelle même l'État à devenir même actionnaire dans des écosystèmes numériques, au lieu de rester comme un acheteur.
Non, je pense que l'État doit être le premier acheteur du numérique dans ce pays. Et comme pour l'industrie ou autres, si vous voulez, autres produits marocains, doit donner l'exemple. Donc, je pense que cette question, encore une fois, à chaque fois j'ai l'occasion de le dire, le débat doit être beaucoup plus large. Parce que si on compte dans le numérique à des enjeux économiques, à des enjeux purement business, je ne pense pas qu'on va sortir grandi. Je pense qu'aujourd'hui, le débat doit être beaucoup plus large. Et le numérique a intérêt à être même dissocié un petit peu, même d'une politique publique qui soit industrielle, et avoir sa propre, je dirais sa propre autonomie, parce que c'est un sujet qui est transversal et ne concerne pas que le commerce ou l'industrie, mais il concerne tous les aspects de la vie du quotidien du citoyen. Réaction à Adil Lamini, il nous reste un peu moins de 4 minutes. Voilà, juste rapidement. Juste non, mais je vais vous faire réagir sur les propositions qui ont été faites, peut-être, mais peut-être d'abord une réaction rapidement de Adil Lamini. Oui, moi, je rejoins Si Mohamed sur ce qu'il a dit aussi, mais parce que c'est un expert et c'est son domaine. Mais ce que je remarque aussi, c'est que ces assises ont permis surtout de créer la Fédération marocaine de l'externalisation et des services, oui. qui est aujourd'hui, je vais dire, va appauvrir l'impact de l'APB autour de cette table. Et pour reprendre très rapidement à mon niveau ce qui se dit, et c'est un terme qui se dit très souvent dans le digital, c'est la user experience. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas autour de cette table des associations de consommateurs, des associations professionnelles, l'éducation par exemple, parce qu'aujourd'hui il faut créer ces élites, il faut créer ces jeunes ingénieurs, ces jeunes qui vont porter ces startups et ces entreprises digitales, qui vont accompagner justement l'État dans sa transition digitale. Moi aujourd'hui je voudrais aussi saluer ce qui se fait, mais c'est peut-être des initiatives privées, ce qui se fait par exemple au plan de développement régional d'institutions comme celle du Technoparc. Aujourd'hui, ce travail est un travail effectif. C'est des gens qui construisent, qui reprennent des locaux, qui les équipent, qui créent des écosystèmes, qui aident réellement des jeunes à créer des startups technologiques. Je suis aussi là pour féliciter ce qui se fait au niveau des CRI. On a vu réellement, et c'est concrètement, et on entend ça réellement aujourd'hui au niveau du tissu économique, que le travail du CRI avec les nouvelles nominations, les dernières nominations, ont permis justement d'accélérer les délais de traitement des dossiers. On a des centres régionaux d'investissement qui sont beaucoup plus interactifs, qui sont beaucoup plus communicants, qui sont beaucoup plus professionnels. Il y a encore des choses à faire, mais c'est des choses justement à encourager. Mais encore une fois, si on parle de pacte et si on parle de stratégie digitale, c'est encore une fois des réunions, c'est encore une fois de la communication, de la médiatisation autour d'un ministère. Et ce ministère, aujourd'hui, s'il devait faire une seule chose, c'est proposer au prochain gouvernement qui arrivera dans les 8 prochains mois, je l'espère en tout cas, avec des élections qui s'annoncent pour octobre prochain, c'est justement de créer un ministère propre à ce sujet très important pour notre pays, qui est la digitalisation, qui est le numérique. Il faut un ministère. Aujourd'hui, on est dans un secrétariat d'État et on est sous une ombrelle très forte qui est celle de l'économie. Et on peut pas, je vais dire, lever la tête devant dans un ministère aussi important. Il faut donner une fois pour toutes l'autonomie à ce secteur. Il faut lui donner les moyens. Si Mohamed l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui on met des feuilles de route, mais on met pas de budget en face, on met pas des ressources humaines en face. Et ça, c'est très important. Mohamed Douieb, bon, il faut un ministère dédié, spécialisé. Il faut que le débat soit ouvert. Oui, non, beaucoup plus de débats parce que la question elle est transversale et aujourd'hui, et ça c'est le rôle des politiques. Moi je le dis à chaque fois, le numérique avant qu'il soit un sujet économique ou social, c'est un sujet aussi politique. Et quelle politique nous voulons? Et aujourd'hui, bon, on parlait de digital first, on parlait de transformation, de plan de transformation pour les administrations publiques en 6 mois. Mais bien sûr, mais tout ça, de commande publique. Oui, mais tout ça est très bien, mais comment vous l'implémentez? Mais c'est là où je les appelle encore une fois. Comment on le fait? Tout ça, je pense qu'il y a un consensus national, en tout cas dans tous les experts du digital ou les experts, enfin toute cette communauté-là qui veut un petit peu faire avancer les choses. Tout cela est bien beau, mais aujourd'hui, comment on fait? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu le retard qu'on a, et heureusement que cette crise pandémique a permis d'accélérer un petit peu les choses, mais on était dans ce statu quo qui était un petit peu qui était mortel, dans le sens où les choses s'implémentaient de manière très lourde. Le Covid est venu et donc ça a été un petit peu ce choc. Mais heureusement, certaines administrations se sont un petit peu bien comportées. Mais quand moi je vois un petit peu tout le gap qu'il faudra un petit peu gagner, mais c'est une sacrée bataille. Donc aujourd'hui,
quand je vois comment encore on aborde le pacte digital et la façon comment on aborde cette question, je me dis, c'est encore si depuis septembre, on est déjà quasiment de mois de février, donc c'est parti, c'est une année électorale. Est-ce qu'on en saura avec un pacte ou pas? Est-ce qu'on aura une vision finalement? Voilà, on aura une vision ou même un semblant de vision, donc c'est reparti. Et je pense, moi je dis peut-être cette année électorale, et ça j'invite un petit peu toute la classe politique, c'est vraiment s'intéresser à cette question parce qu'elle est très sensible aux yeux bien sûr du citoyen, parce que quand on parle de transformation digitale, finalement l'intérêt c'est de servir le citoyen dans des conditions confortables, au-delà bien sûr des intérêts économiques, mais c'est surtout le citoyen. Si on n'a pas cette vision-là, je pense pas qu'on va pouvoir avancer à atteindre ce cap de dire que le Maroc est arrêté avec ce vœu pieux, le Maroc comme un hub numérique. Je pense qu'aujourd'hui c'est une formule marketing qui ne veut absolument rien dire, et je pense qu'aujourd'hui il faut plus s'intéresser. On a les services publics, il y a des priorités, les services publics d'abord, dans un premier temps. Regardez par exemple cette année, même une application mobile de traçage par rapport au Wiqaïtna qui a connu un échec monumental. Comment vous voulez installer la confiance dans le numérique quand on n'arrive même pas à produire un petit peu un instrument qui peut être cet outil-là où on peut implémenter de la confiance. Donc voilà, ça c'est des vrais sujets auxquels j'aimerais bien que les décideurs politiques puissent s'intéresser, au lieu d'avoir des pactes et des visions qui vont demander peut-être 2 ans ou 3 ans avant d'être implémentés. Je vais conclure avec un tweet en réaction à votre passage, messieurs, ce matin sur ce deuxième sujet, un tweet de Karam qui nous dit: la transformation digitale du pays, c'est une démarche transversale. Merci Adil Lamnini, à très bientôt sur Atlantic Radio. Merci Benoît, et à très bientôt. Merci, bonne journée à tous les auditeurs. Bonne journée à vous également, président de l'association professionnelle des marques marocaines, Mohamed Douyeb. Merci beaucoup également, à bientôt. Merci les amis, bonne journée. Éditorialiste, consultant en communication, cofondateur, président du Digital Act. Vous restez avec nous dans quelques instants, les experts atlantiques avec Badr Saoudi. 10h le point info en langue arabe avec Mourad Baba. Excellente matinée à toutes et à tous.